Ce podcast vous est présenté par l'Olivier Assurance. Depuis 15 ans, l'Olivier Assurance a à cœur de vous offrir des prix bas et accessibles, vous permettant d'économiser en moyenne 263 € par an sur votre assurance auto. 100% digitale, simple et transparente, l'Olivier Assurance propose des produits pour l'auto et l'habitation avec une mission claire. Vous garantir une assurance au meilleur prix sans transiger sur la qualité de service. Les conseillers sont basés dans le nord de la France, près de Lille, et ils sont là pour vous accompagner au quotidien. Rejoignez l'Olivier Assurance dès maintenant en obtenant votre devis en 5 minutes sur l'olivier.fr. Bonjour et bienvenue sur Electrochoc, le podcast d'automobile propre pour un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Meunier, journaliste spécialisé dans l'automobile pour le magazine Challenge et rédacteur en chef d'un autre magazine, Génération sans permis, et Martin Coulon, qui a longtemps traîné ses baskets dans la presse sportive à l'équipe avant de se lancer dans l'aventure YouTube avec sa chaîne En roue libre auto qui approche des 60 000 abonnés. Bonjour messieurs et merci d'être ici aujourd'hui. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous raconter une aventure. Alors, moi, j'ai trouvé absolument extraordinaire en réalisant un de mes exercices favoris. C'est-à-dire que on aborde quelque chose d'absolument délirant et, a priori, tout du moins, complètement futile. Et t'as le droit de dire stupide, hein. T'as le droit de dire débile, pas pour ça. On l'approche de la façon la plus professionnelle possible. Une connerie prise au sérieux, en fait. Alors, vous avez devant vous, mesdames et messieurs, les détenteurs d'un record du Tour Nürburgring, le fameux circuit mythique, dangereux, l'enfer vert, en voiture sans permis électrique. C'est déjà, le décor est planté, j'ai envie de dire, et j'ai envie que vous nous racontiez tout ça dans les moindres détails. Moi, la première chose que je veux savoir, on va faire ça de façon chronologique. Je veux savoir dans quel cerveau est née cette idée à l'origine, s'il vous plaît. Le mien. Le tien. Et, ouais. Tu l'avoues sans honte. Sans honte. Tu l'assumes complètement. J'ai peu de honte dans la vie en général, donc surtout. On va parler de celle-là précisément. On verra où ça nous emmène la conversation, mais on va commencer par celle-là. J'ai pas de honte. Ouais. Et donc, l'idée à la base, c'est à peu près il y a une dizaine d'années. C'est la première fois que j'allais sur le Nürburgring. C'était avec Opel, où on a passé un week-end sur le Nürburgring avec les Corsa OPC de l'époque qui venaient juste d'être recyclés ou de sortir. Je sais plus si c'était vraiment une nouvelle génération, un recyclage, peu importe. Et moi, habituellement, conduire sur circuit, bon, je trouve ça pas une demi-heure, mais ça s'arrête là, parce que on tourne vite en rond et le paysage est pas très varié. Puis sur le Nürburgring, ça fait quand même 20 km. L'expérience est un petit peu différente. Déjà, avant de mémoriser le circuit, il faut une bonne journée. Et tu t'ennuies pas. Et là, je me suis dit, j'ai trop envie de revenir. Et il y a un moment, comme je suis rédacteur en chef de Génération sans permis, il y a les deux neurones qui se sont connectés entre eux. Je me suis dit, tiens, Nürburgring d'un côté, voiture sans permis de l'autre. Je me dis, puis en plus, on vient et on peut battre un record vu que personne l'a jamais fait. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Donc c'était il y a 10 ans, ouais. Mûrir voilà. Un petit peu. Bon, à l'époque, j'en avais parlé chez Ligier parce que je me suis dit, dans les voitures sans permis, il y a quand même une marque qui mérite d'être mise en avant sur ce genre de truc, c'est Ligier parce qu'ils ont un passé sportif en Formule 1 notamment. Et ils t'ont rigolé au nez, évidemment. À l'époque, non, ils ont pas rigolé au nez, ils ont pas trop réagi. Puis ça a changé d'équipe de com. Et ensuite, entre-temps, j'ai fait d'autres bêtises en voiture sans permis, genre un Paris-Portugal, donc 1800 km en 3 jours et demi avec une Ligier JS50. Ensuite, on a fait la route des Grandes Alpes avec 2 clientes qui avaient acheté la série limitée qui avait été faite en commémoration du voyage Paris-Portugal. D'accord. Donc c'était, là pour le coup, ça devait faire plus de 2000 km avec visite de l'usine Ligier à la fin. Donc, on a fait quelques conneries comme ça avec mon camarade Jean-Michel Martins, qui est concessionnaire de voitures sans permis à Coignères. On le salue au passage. Et le Nürburgring, ça me faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Et avec un premier refus de Ligier, je savais pas trop comment me diriger, comment trouver une opportunité, parce qu'évidemment, il faut trouver à un moment où la piste est réservée. Sachant que si tu veux faire un chrono, il faut pas que la ligne droite soit neutralisée, c'est ce qui est le cas dans les sessions ouvertes au public. D'accord. Et réservé, tu peux pas y aller sur... Oui, voilà, comme tu dis, si c'est les sessions ouvertes au public, c'est t'as un départ où il te manque un bout de la... Il manque un bout de la ligne droite, tu fais pas le tour complet. Le record que tu veux. C'est ça. Et donc il fallait
Oui, voilà, la solution, c'était louer le circuit. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est... Ouais. Donc ça, encore, c'est encore une autre étape. Et donc là, j'ai commencé à essayer de chercher auprès des marques, etc., de voitures, pour le coup, qui avaient des centres d'essai. T'en as plein qui font leur développement sur circuit des modèles sportifs. Je me suis dit, tiens, peut-être que justement, via Opel, qui nous avait invité le premier coup, ils ont un centre de développement pour leur gamme sportive à l'époque. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on essaye avec Opel? Ensuite, je me suis dit, peut-être Hyundai, peut-être Land Rover, etc. Puis, à chaque fois, c'est tombé à l'eau, quoi. Et il y a un moment où j'en ai parlé à Martin aussi. Martin arrive dans l'équation. Ouais, parce que, je sais plus à quelle époque on a commencé à parler de cette connerie, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, en vrai. Hein. En vrai, non, c'était pas si longtemps. Je pense que c'était pas aux essais de la Ioniq 6. Ioniq 6 déjà, et puis ça s'est confirmé au Mondial de Paris parce que, en fait, Nico, nous on se connaît depuis quelques années. Je crois que la première fois on a fait une OP ensemble, c'était un truc complètement débile. C'était Bugatti sur une base de l'aéronaval où il y avait des Rafales qui nous décollaient la tronche avec des Bugatti. Donc rien à voir avec des voitures électriques, désolé les gars, mais c'est à peu près là, sur ce genre de conneries là, qu'on s'est rencontrés tous les deux. Donc déjà, on s'est regardé en mode c'est cool ça, ouais. Et on s'est recroisés 2-3 fois, puis voilà, l'amitié est née comme ça. Et puis évidemment, Nicolas, il a une espèce de déviance, une perversité presque, et une faculté à partager ces perversions que j'ai toujours trouvé marrantes, en particulier sur les bagnoles sans permis et en particulier les bagnoles sans permis électriques. On a carrément fait un comparo tous les trois. Enfin, il y avait 2-3 autres copains avec Sam bagnole électrique que j'ai publié sur ma petite chaîne et de là, on en discute un petit peu de ça. Ça bruisse cette idée de Nürburgring et de mettre ça, l'idée perverse que Nicolas avait depuis des années. Moi, elle me touche tout de suite parce que j'adore. Je suis comme toi, Pierre. J'adore ce genre de débilité. Enfin, il n'y a pas d'autre bon que ça. C'est complètement débile de se dire, tiens, si on mettait une bagnole sans permis électrique sur le Nürburgring et en plus si on tapait un record. Et en fait, c'est de là que l'espèce de mayonnaise a pris, c'est que on a rendu cette connerie très concrète. Nicolas, t'es allé les revoir, les gens de chez Ligier, tous les gens de la com et du marketing de chez Ligier, je crois, au mondial de l'auto, dernier mondial de l'auto. Et c'est là où alors c'est même parti. Avant ça, au lancement de la Maïli, j'avais commencé à remettre l'idée sur la table. Puis au départ, ils se sont marrés, évidemment, mais ils se sont dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Ils te connaissent aussi un petit peu, donc ils doivent se dire, il y a une couche de sérieux, il ne nous dit pas ça juste pour plaisanter, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il y avait François Ligier qui s'est retrouvé face à moi, à qui on en a discuté. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et surtout, il y a Romain à la com qui est vite partant pour la connerie. Ouais, mais qui a senti le potentiel, quoi. Qui a senti le potentiel, ouais. Le truc de dire, c'est pas juste une débilité, quoi, pardon. Voilà, on a commencé à tâter le terrain, ils se sont dit ouais c'est bien mais faudrait attendre le lancement de notre nouveau moteur diesel pour pouvoir faire ça, parce que moi l'idée c'était quand même d'aller là-bas par la route aussi, sinon c'est pas drôle. D'accord, ok. Mais l'idée de base c'était déjà de le faire avec une voiture sans permis électrique ou c'était voiture sans permis? Voiture sans permis tout court. Pour l'instant à ce moment-là c'est ça. Ok. Ouais. Et a priori plutôt diesel justement pour y aller par la route, comme t'as une vraie voiture comme une 911 GT3 que tu utilises pour les track day, tu vas au circuit par la route. Même façon. C'est exactement la même chose. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a un moment où ça devient enfin concret. C'est au mondial en fait. Je me rappelle avec Martin, on se croise le matin. On avait juste avant mon rendez-vous avec François Ligier pour l'interview que je fais à chaque fois au mondial. On reparle du truc et puis Martin il me dit tiens moi aussi je dois faire un dossier sur les voitures sans permis, du coup je les interviewe cet après, mais tous les deux tu vois on a remis le couvert là-dessus. Donc dans la journée il y a deux abrutis qui leur en parlent. Double lame. Voilà. Donc là ils ont vraiment pris au sérieux l'affaire et ils se sont dit tiens faut creuser le truc. Pour être tout à fait franc, même si moi je me souviens Nicolas tu m'avais dit j'en ai discuté avec François Ligier, avec toutes les équipes de chez Ligier, et moi je me disais non mais jamais ça va se faire. Et en fait on fait une première réunion de travail quelque part en se disant voilà on pose les bases du projet, et là on sent tout de suite que non seulement les gens de chez Ligier, toute l'équipe, ça c'est pas que l'équipe com, c'est toute l'entreprise, et à bloc derrière l'idée. Mais genre limite ils ont déjà signé les papiers pour louer le Nürb et puis c'était parti quoi. Donc nous on était là presque avec Nicolas. On s'attendait vraiment à juste étudier comment on peut concrétiser le truc, et le mec qui nous dit voilà vous avez on a appelé le Nürb, il y a un créneau disponible le 31 mars, on attend validation la semaine prochaine pour être sûr qu'on peut privatiser le circuit. Presque étonné d'être pris au sérieux à ce point-là en fait. Que ça aille aussi vite en fait. Et donc
31 mars donc, Ouais. c'était réservé. Ça doit coûter une fortune de... Ça coûte cher. Je sais pas si on peut dévoiler le montant en podcast. Je pense que ça doit rester dans les c'est secrets. Mais ouais, un bon petit billet, un bon petit billet quand Ouais. même. Donc une demi-journée, Ouais. a priori suffisant même pour faire un tour en voiture sans permis. Oui. Et donc le projet, à ce moment-là, vous savez déjà que l'idée c'est de faire pas seulement un record, mais d'en faire 3. Alors non, ça s'est décidé pendant la réunion où on dit bah tiens, il y a François qui aimerait bien aussi participer au truc, François Olivier. Et ils disent bah, qu'est-ce que vous diriez qu'on amène 3 voitures et puis comme ça vous tirez la bourse sur le circuit. Je dis bah ouais, mais bon, c'est un peu con, on va pas avoir une grosse différence sur le circuit. Donc le meilleur moyen en fait, ce qui serait vachement plus marrant, c'est d'amener 3 voitures différentes vu que vous avez 3 versions différentes de la JS50. Ouais, donc c'est la JS50 le modèle. Ouais, qui vient de sortir. Parce que moi tu peux y aller dans les détails parce que moi en voiture sans permis, j'avoue avoir une inculture complète. Ouais. Donc JS50, c'est le dernier modèle en date de Ligier. C'est la 2e génération de JS50 qui est sortie il y a 6 mois, en janvier je crois, ouais. D'accord, et qui existe. Enfin, elle a été présentée au mondial en fait. Et elle est commercialisée en janvier. Donc il y a une version diesel. T'as une version diesel. Je savais pas que ça existait les voitures sans permis diesel. En fait, c'est toutes les voitures sans permis thermique sont diesel. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ça tient une subtilité de la réglementation qui dit que si t'as un moteur à allumage commandé, ton moteur est limité à 50 cm3. Ok. Un diesel, c'est un allumage par compression, donc c'est de l'auto-allumage, c'est pas de l'allumage commandé. Donc il y a un petit malin à l'époque qui s'appelait Guy Duport dans les années 80 qui s'est dit bah tiens, on peut homologuer un diesel. Donc Duport, il a fait ça sur des quadricycles lourds. Et ensuite t'as Daniel Renard, donc la marque Erad, qui est toujours le patron de SACMA d'ailleurs. L'encyclopédie des voitures sans permis. Il est flippant. Il est vraiment sujet, mais flippant. on travaille à ça aussi. Ah ok, d'accord. Je ne peux pas dévoiler d'autres projets, d'autres vis. Donc d'un côté, t'as le diesel et t'as 2 modèles électriques. Donc. Et donc, en électrique, chez Ligier, ils ont lancé une version sans permis électrique avec le même moteur Valeo Clamy, qui est aujourd'hui quasi utilisé par tous les constructeurs de voitures sans permis, en gros, sauf les Chinois, quoi. Ok. Et ils en ont aussi décliné une version quadricycle lourd, donc qui peut aller à 75 km/h, de la même manière que tu avais 2 versions de Twizy, une avec permis et une sans permis. Exactement. Donc si juste t'as la fiche technique, tu as peut-être en tête précisément, donc c'est limité. 45 km/h par la réglementation en sans permis. Et en matière de puissance. En matière de puissance, c'est 6 kW, donc ça fait 8,5 chevaux de mémoire. Ouais. Et t'as une batterie, t'as quoi comme batterie là-dessus ? La batterie, alors t'as le choix entre 2 tailles de batterie, entre 8 et 12 kWh. Ce qui est quand même, ce qui est pas rien pour une petite croquette comme ça. Au lancement, ils avaient fait une batterie de 4 kWh qui s'est pas vendue, ils l'ont arrêtée. Mais en fait, ça te donne combien d'autonomie, ça ? Bah alors ça dépend vraiment de la température pour le coup. Oui. Il faut se rendre à peu près tous les quadricycles, c'est 10 kWh au 100 à la conso. Okay. Donc en conditions réelles, tu fais 80 km avec la petite batterie, la batterie de 8 kWh et 120 avec la grosse batterie. Mais pour le coup, j'ai eu une JS50 en plein mois de janvier au Ikea à fond avec la grosse batterie. J'étais plutôt à 50-60 km. D'accord, ok. Et même en conduisant mollo, ça... Enfin, c'est là tu sentais. Puis pourtant, le chauffage était symbolique, tu vois. J'imagine. Et t'as au niveau recharge ? Au niveau recharge, vu que c'est du 48 volts, tu peux pas taper très haut. D'accord. Parce que c'est limité par ton voltage. Donc, tu fais du 2 kW au maximum. D'accord, ok. Ouais, donc même pas une prise renforcée, une prise standard même, ça suffit amplement. Ouais. D'accord. Ok, merci déjà pour cet état des lieux. Avec plaisir. Je fais ma culture en même temps. Du coup, voilà, on part sur 3. Donc, oui, ils disent, voilà, on voulait amener 3 voitures, vous en avez une chacun, vous tirez la bourre. Ouais. Moi, je dis, c'est con d'avoir, de se tirer la bourre, alors que de toute façon, les voitures, elles sont palfonnées, il y aura pas de différence de pilotage ni rien. Puis bon, ça serait quand même bien. Moi, si j'ai proposé le projet, j'avais envie d'avoir mon nom dans les livres d'histoire aussi. Je veux pas trop qu'il y ait d'aléas non plus. La gloire, la gloire. C'est con, mais c'est. Et je dis, mais attendez, pourquoi dans ce cas-là, on bat pas 3 records? Vous avez 3 versions de la JS50. Si vous voulez amener 3 voitures, on en amène une de chaque. On bat des records dans 3 catégories. Et puis voilà. Et donc, tout simplement, de suite, bonne idée. Et puis, c'est ce qui a été fait. Donc, du coup, on est allé par la route là-bas avec la diesel. Voilà. Parce que, alors déjà, tu dois louer donc le circuit de Nürburgring. Déjà, ça semble quand même déjà quelque chose de costaud, mais c'est fait. Mais derrière, si tu veux
faire, j'imagine, un record officiel. Il y a des gens à solliciter, il y a je sais pas, un huissier à trouver sur place. Ouais, alors ça le se fait Guinness aussi, des records, peut-être, je sais pas. Ça se fait aussi via l'organisation du circuit. D'accord. Alors c'est pas un huissier, c'est un notaire de mémoire. Arrête-moi si je dis une bêtise, Martin. Ouais. C'était un notaire, ouais. Il y avait une cravate. Et ah bah oui, c'est vrai. Bah quoi, il était chic. La fameuse. Bah ouais. Et ensuite, donc, pareil, chaque certification, tu payes. D'accord. Et il y a eu une subtilité, c'est que donc apparemment, ils nous ont raconté chez IG que quand ils ont contacté le Nürburgring, les mecs ils étaient super contents quoi. Oui, parce que justement moi ça faisait pas de mes questions. Ben ouais. Ils voient arriver des gens qui veulent battre des records en voiture sans permis. Ils se sont dit ça nous change les AMG GT1 quoi, donc ils étaient putain leur quotidien. Putain on fait un truc nouveau là, en fait. C'est ça. Oui. Et par contre il y avait une subtilité, donc c'est que quand tu demandes une location du circuit, t'as un formulaire avec je sais pas combien de cases à remplir. Ouais. Dont la catégorie de la voiture, puis forcément, ils disaient non, mais il n'y a pas la case. Il manque une case, oui. Ouais, il manque une case de chez nous, mais aussi dans le formulaire. Donc, ils ont dit bon bah ok, on prend note de ce que c'est. Et par contre, ils ont interdit à l'UG d'utiliser dans leur communiqué de presse le terme de record parce que c'était pas une catégorie prévue. D'accord. Sauf que les documents qu'on a reçus du notaire, l'intitulé du document, c'est record fart. D'accord. Et du coup, ça veut dire que vous, en tout cas, quand vous en parlez, vous parlez de record. C'est juste l'IG dans sa communication qui peut parler de... C'est ça. Ok. Alors moi, du coup, comme j'ai dispersé le communiqué de presse avant, en précisant quelle était la date d'embargo, j'ai envoyé à tous les confrères le communiqué de presse sans le mot record et le document record fart. Et du coup, tout le monde a écrit que c'était un record, ce qui est officiellement vrai, quoi. Qui est pas de ta faute, du coup. Bah oui. Ces journalistes. Et comme c'est pas l'IG qui a écrit que c'est un record, mais les journalistes, ça passe. Ça passe. D'accord. Est-ce que, alors peut-être Martin, peut-être tu peux peut-être me dire, là, donc la sélection est faite, les trois voitures. Est-ce que, comment ça se passe après? Ils ont pris 3 voitures au hasard? Est-ce qu'elles sont préparées pour la piste? C'est là où justement on s'est rendu compte de l'implication globale de toute l'entreprise et de tout le sérieux qu'ils mettaient dans cette déconne-là. C'est qu'ils auraient pu se dire, bon, on prend 3 bagnoles, on prend le quadricycle léger, le quadricycle lourd. Sur le parc, voilà. N'importe quelle couleur. Ils ont fait, non, on va faire une livrée spéciale, qui nous ont d'ailleurs tenue secrète quasiment jusqu'au bout. La livrée spéciale, pas totalement, parce que rappelle-toi, Martin, quand on a été à la Réunion, on s'est dit, bah tiens, ça serait quand même cool, parce que l'idée, c'est quand même de sortir une série limitée de la voiture derrière, tu vois, il y a un potentiel commercial évident. Et donc, nous, avec Martin, on avait une idée, c'était de reprendre la livrée de présentation de la JSR2 qui court, alors je sais plus si c'est en GT3 ou quoi. Oui, parce que, on a tendance à l'oublier peut-être, mais l'IG a quand même un ADN dans le sport mécanique qui est bien présent, quoi. Ouais. Et donc, à un moment, on discute avec les équipes de l'IG, on leur dit, bah voilà, avec Martin, on a une idée, on leur a montré la photo, il dit, bon, bah c'est bien, on a eu la même idée. Eh ben parfait. Voilà. Et du coup, ils ont fait une livrée sur mesure. Donc ça, c'est l'esthétique. Ouais. Est-ce que je sais pas, c'est les seuls modifs. RS. Alors, les seuls modifs purement physiques qu'on a pu avoir. Alors, c'est des voitures stock, les 3. C'est vraiment des voitures qui sortent de la ligne, mais juste elles ont un sticker différent. Elles ont 2-3 détails dont on parlera peut-être un petit peu plus loin, mais le seul détail physique, c'était des pneus. Ils nous ont trouvé des pneus semi-slick pour en 16 pouces, enfin un truc improbable. Je disais, des semi-slick, mais c'est génial, mais on va pouvoir se foutre au tas, c'est incroyable. Une voiture sans permis, en semi-slick. Voilà, on va vraiment jusqu'au bout de la connerie, mais ultime. Mais au fond, c'était génial parce qu'on allait vraiment jusqu'au bout de la bêtise et c'était ça qui était génial, c'était de voir l'enthousiasme en fait de toute la boîte qui revisitait justement son passé sportif, qui presque, on avait la sensation qu'il n'osait plus se référer à ça, alors que évidemment c'est deux entités différentes maintenant aujourd'hui. Mais ils nous l'ont clairement dit d'ailleurs. Enfin, grâce à ça, on va oser parler de notre passé sportif. C'est assez marrant. C'est un trait d'union en fait. Et c'est ça qui était assez presque un peu touchant aussi, même de notre côté à nous, c'était de voir toute une boîte se réutiliser son ADN de sport qui est gigantesque. Enfin, l'IGA dans les années 70, 80, 60, 70, 80, c'est du délire, quoi. Donc,
ouais, c'était chouette de voir ça aussi, se remettre en branle et avec notre bêtise originelle, de retrouver ça, de remettre une pièce dans la machine de cette belle boîte-là, c'était chouette, c'était assez touchant à ce niveau-là. C'est clair qu'on peut que féliciter Ligier là, parce que on est journaliste, on a des idées. Bon, tant qu'on n'a pas un sou à mettre dedans, on a le droit d'avoir des idées. C'est gratuit d'avoir des idées. Mais c'est la personne qui a le chéquier dans les mains, après, derrière, qui doit transformer l'essai. Ah ouais. Et ils ont quand même eu le courage d'aller là-dedans. Et c'est génial. Moi, j'aime bien l'idée. En plus, il y a un côté journaliste français, marque française, historique, une histoire quand même qui est importante dans l'automobile française, et tout ça se réunit pour faire un truc chouette comme ça. Je trouve ça génial. Donc, circuit réservé, huissier notaire aussi, et là, alors on va parler un petit peu de choses qui sont pas 100% électriques, mais on va se le permettre. On commence par partir par la route. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc un Paris-Nürburgring avec la version diesel, c'est ça? C'est ça. Bon. Tu dis ça comme si c'était... Mais lui c'est facile pour lui. Sur la 4 et on est parti, quoi. Par rapport aux 1800 bornes pour aller au Portugal, c'est que dalle. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais peut-être toi, Martin, t'étais un petit peu plus fébrile à ce niveau-là, non? Fébrile, oui et non, parce que moi, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je savais que je m'embarquais dans une débilité profonde avec Nicolas à côté de moi, ça c'était acté. Et tu t'es dit... Allons-y, pourquoi allons-y, pas, et puis, saut à l'élastique. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, bon, j'avais déjà testé un peu la JS50 avant. J'en avais fait, on va dire, une vidéo de test, on va dire, un peu classique. Donc, je l'avais roulé pas mal et je m'étais rendu compte que c'était pas l'imaginaire que j'en avais, tu sais, du monocylindre qui fait comme ça tout le temps, et tu finis de ça, tu perds tes dents et c'est fini, quoi. Ce qui pouvait peut-être être le cas il y a quelques années. Là, ça se faisait, quoi. Et puis, Nico qui était tellement en mode, oh, mais c'est bon, gars, franchement, j'ai fait 3 fois le truc, pas de problème, on y va, tu vois, ça le fait. Le vétéran du Vietnam, là. Même il me dit, le vétéran du Vietnam, c'est pas ma guerre, mais il me dit, t'inquiète, on le fait en une journée. Je fais, voilà, on va détends-toi, Michel, parce que moi, il faut que je fasse 2-3 plans, parce que, évidemment, l'idée, c'était aussi de documenter toute cette aventure, évidemment. Et donc de prendre un petit peu le temps pour faire quelques plans de drone, pour faire des trucs un peu jolis, parce que moi, j'aime bien faire des prods un peu rigolotes, un peu chouettes, et prendre notre temps. Donc, on l'a fait en 2 jours effectifs, au sens comptable du terme, mais on aurait pu le faire effectivement en une journée, ça passe vraiment, quoi. Tu finis un peu crevé, à mon sens, si tu fais ça en une journée. Quelle distance ça fait par Nürburgring? C'est pas si long, c'est 500 ou 550 bornes, je sais plus. 600 Donc 550 bornes, par contre, c'est pas en prenant l'autoroute, quoi. Ah non, de toute façon, t'as pas le droit. Oui, de toute façon, oui, bien sûr. Mais peut-être ça rallonge un petit peu, ou non, peut-être ça raccourcit. Non, au contraire, tu tires tout droit. Ok. Alors au départ, d'ailleurs, on a commencé par utiliser Waze et on s'est aperçu que c'était pas une bonne idée parce qu'on avait juste mis éviter les autoroutes. Là, ça commençait à nous faire des détours parce que je sais pas, ça voulait nous faire passer par des nationales, tu vois. En fait, ça reste même si tu mets éviter les autoroutes, ça t'évite les routes où t'as pas le droit d'aller en voiture sans permis, mais ça calcule quand même une vitesse moyenne par rapport à une voiture standard. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, en voiture sans permis, si tu veux aller vite, faut tirer tout droit. Donc là, quand j'ai vu qu'il a commencé à nous faire monter vers Soissons, je me suis dit, il y a un problème. Donc ensuite, on est redescendu vers Reims et à partir de là, j'ai pris une carte et j'ai mis des points de passage pour être sûr de prendre la route la plus directe. Tu l'as mis sur le capot et puis t'as passé un trait avec une règle et on est passé par là. C'est à peu près ça, quoi, ouais. D'accord. C'est quoi le temps, du coup, au final, de porte à porte, j'ai envie de dire? Bah, difficile à dire, oui, parce que à chaque fois que tu sors le drone, t'en as pour une demi-heure, donc c'est difficile de calculer en partant de là. Plus, si moi j'avais envie de faire une photo à l'endroit où il sortait pas le drone, c'était encore plus, tu vois. Et si on isole, vous aurez pas une idée si on isole un petit peu, toi, si t'avais fait en direct avec ton expérience, à l'époque, on avait fait, quand on était descendu au Portugal, on faisait vraiment 50 km/h avec une voiture qui était légèrement débridée. Donc là, tu fais un peu moins, tu vas faire vraiment sur des petites routes en choisissant bien l'itinéraire avec peu de villages et peu de feux rouges. Je pense que tu fais 40 km/h. D'accord. Oui, donc une grosse journée, c'était possible en tirant tout droit. C'est quoi l'autonomie d'une voiture sans permis diesel? Donc on peut le faire ça en tu fais d'une traite. D'une traite, d'accord. Ouais. Ok. Ça, t'as un réservoir de, je crois, 17 litres ou 17 ou 20 litres. Exactement, ouais. Et ça consomme 3 litres au 100 en moyenne, donc... D'accord, parce que de toute cette connerie, le mot a été déjà beaucoup utilisé, donc pourquoi pas une nouvelle fois. Ouais. On tire quand même déjà quelques leçons. Il y a quand même, on peut avoir une certaine polyvalence
Ah bah une oui. voiture sans permis, alors au moins diesel déjà pour commencer. Ouais. Et d'ailleurs, j'en reviens à notre Paris-Portugal et ensuite, tu sais, les clientes les 2 clientes qui avaient suivi dans la route des Grandes Alpes l'année suivante. En fait, il y a quand même une des clientes qui était jamais sortie de son département avec sa voiture sans permis. Ouais. Et donc, la route des Grandes Alpes, pour elle, c'était vraiment vaincre une angoisse. D'accord. Et donc, elle a fait 2000 km. Et l'été suivant, elle est partie à son camping près de Montpellier en voiture avec sa voiture. Eh ben, parfait. Ouais. Donc ouais, tu peux... t'as vraiment des clients de voitures sans permis diesel qui font des sacrées distances. Ok. Et donc, vous faites ça, donc au final, vous le faites plutôt sur 2 jours, c'est ça? Ben, on l'a fait sur 2 jours parce que Martin a opposé son veto. Ouais, c'est ma faute, vas-y, c'est bon. Ouais. Bah ça oui. pour des plans de Et vous retrouvez l'équipe... Vous avez retrouvé l'équipe Ligier sur place qui a donc amené deux modèles électriques. 2 modèles électriques qui étaient déjà chaussés en semi-slick à l'arrivée, alors que nous on était partis avec des pneus de série. Et elle nous attendait sur le parking. On est arrivé le dimanche soir. Voilà, il y avait toute l'équipe Ligier qui était là avec les deux électriques. Ouais. Et donc c'est quoi à ce moment-là l'état d'esprit, parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même des conversations. Vous avez eu le temps un peu de discuter dans la voiture à l'aller. Non. On est anxieux, on se dit parce que il y a une connerie, l'idée est marrante, mais bon, ça reste quand même une histoire de Nürburgring. Il y a les moyens qui ont été mis en place. Il y a un peu de pression à ce moment-là. Alors moi, de manière générale, je connais pas trop le stress dans la vie, donc ça t'as l'air assez cool, hein, effectivement. Non, le truc, c'est que moi, je vois les 2 bagnoles avec des pneus semi-slick. J'ai qu'une envie, c'est de sauter dedans pour voir ce que ça donne. Ce qu'il fait, évidemment, d'entrée. Évidemment. Et toi, de ton côté, Martin, pareil, ou tu te dis, là maintenant, il faut faire des choses là quand même. Moi, pareil, je suis un peu comme Nico, je suis pas d'un naturel très stressé à la base, mais sauf que là, moi, en fait, je gérais vraiment toute la partie prod pure, globale, pas juste de mes propres vidéos à moi, mais moi, j'ai aidé à faire la prod pour Ligier. Donc, j'avais dépêché 2 copains vidéastes et photographes, Hugo Misana et Hamdi Benlaga, faut les citer parce qu'ils ont fait un travail remarquable aussi au niveau visuel. Bien sûr. Pendant toute cette journée-là, donc je les remercie encore. Même s'ils ont été payés, mais ils étaient là quand même. et donc il fallait... Moi, j'étais un peu, pas stressé, mais j'étais très concentré parce que je me disais, ça va rentrer juste, parce qu'on avait 1 milliard de trucs à tourner, 1 milliard de trucs à shooter en photo, en vidéo. Bien sûr. Il fallait être précis sur ce qu'on faisait, il y avait un timing qui était imposé, tu vois, on avait le circuit pour une demi-journée, donc on avait une fenêtre qui était pas si large que ça. Ça s'est rentré nickel parce que justement, on a bien géré toute cette journée-là, la journée effective du record. Mais toute la préparation en amont, il fallait se tafader, il fallait être précis. Moi, j'ai eu plein de réunions avec les gars de la prod. Enfin, c'était moi le chef d'orchestre, en gros. Donc, et puis pas droit à l'erreur, quoi. Il n'y avait pas de droit à l'erreur, on n'avait pas le temps de se gourer. Donc, voilà, c'était juste ce petit stress-là. Après, le stress d'être sur le Nürburgring, moi, j'y venais pour la première fois de ma vie. J'avais jamais mis les pieds, donc c'était une première pour moi aussi. Donc, y arriver en voiture sans permis, déjà, il y a un côté subversif que je trouvais ça génial. Déjà, à la base, t'es passé à 40 à l'heure devant le grand panneau. T'avais le temps de le regarder. C'était rigolo. Avec des mecs qui passaient en Lamborghini, des trucs à côté. Enfin, bref, c'était marrant. Et puis, ouais, il y avait évidemment un peu d'excitation parce que tu touches au but. La connerie devient très, très, très réelle, très concrète. Et donc, moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'être le lendemain, parce que en plus j'avais un peu la crève, mais ça arrive à tout le monde, mais j'étais un peu crevé, tu t'as beaucoup donné, donc j'ai envie qu'on touche au but et j'avais pas envie de me gourer, donc il y avait une espèce de mélange d'excitation, un peu de petit stress vite fait, parce que voilà, même si des prods j'ai l'habitude d'en faire, c'est pas le sujet, mais voilà, t'as pas envie de planter toute cette belle énergie que toute l'équipe de Ligier a maintenu jusque-là et a réussi à créer jusque-là. Et puis en plus, il y avait l'idée de Nicolas que j'avais pas envie de planter, donc voilà, moi, j'étais pas stressé, mais voilà, j'étais concerné et t'avais envie de faire les choses bien, quoi. Donc, la nuit se passe, on se rendez-vous le matin même. On commence par, qui s'élance en premier pour le premier record, donc. Alors, le premier record qu'il faut pas appeler record. C'est Martin, dans le sens où on s'est dit qu'il fallait d'abord faire passer les électriques. D'accord. Pour pouvoir les brancher un petit peu pendant que la diesel tournait, pour pouvoir continuer pour faire les vidéos. Okay. Parce qu'on savait pas si ça allait consommer beaucoup ou pas. D'accord. C'est vu le relief. Donc c'est Martin qui a commencé avec la voiture sans permis. Donc la sans permis, ça le limite à 45 km/h. Ouais, t'as pris la lente, on va dire. Oui, parce qu'il paraît que je suis le plus lent, mais c'est pas grave. C'est pas une question de vitesse, c'est une question d'attitude, tu vois, c'est important. Donc ouais, c'est moi qui suis parti en premier.
On n'a même pas tiré au sort, ça s'est fait comme ça. Nico, il a pris la plus puissante. Ça se fait par naturellement, hasard, ouais. tu vois, bref. Non, mais c'était très bien comme ça. Non, on nous avait attribué les 3 voitures. Chez IG, ils avaient fait la distribution. Tu vois, moi, j'avais jamais essayé la version quadricycle lourd, donc il fallait que j'en fasse un article dans Génération sans permis. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont attribué celle-là. Et ensuite, entre François et Martin, je sais pas comment ça a été fait, mais voilà. Ok, donc tu t'élances, Martin, avec ta Ligier en pneus semi-slick sur le Nürburgring, et tu découvres donc la piste. Alors je la découvre, je l'ai poncé sur diverses consoles de jeux, tu te doutes bien, bien sûr, comme tout le monde. Oui. La veille, on a quand même fait un petit repérage. Ils ont été cool, les gens du Nürburgring, ils ont été hyper sympas, parce que la piste fermait à 6h ou un truc comme ça, et nous on arrive à 6h15 et on n'a pas eu le temps, on voulait reconnaître, faire au moins un tour pour se dire tiens, à tel endroit du circuit, c'est là où il faudra qu'on fasse 2-3 travelling, bon bref. Donc on voulait avoir au moins pour les images, oui, exactement, ce temps de repérage là. Moi je pensais toujours prod, je pensais pas spécialement faire un temps ou quoi, c'était pas forcément l'idée. Et donc on a pu faire un tour en bagnole embarquée, tu vois, à 100 à l'heure dans une Golf ou Caucase. Donc j'ai déjà démystifié un peu. Voilà, c'était pas une toute première fois totalement, quoi. C'était une toute première fois au volant, mais pas une toute première fois sur la piste. Donc je voyais un peu le relief, je me rendais compte de ces dénivelés de dingue, enfin tout ça, quoi, tu vois. T'en parles, oui, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on voit pas justement sur les consoles et les jeux vidéo, c'est qu'on soupçonne pas déjà la taille que fait le circuit, à quel point il s'étale et qui fait qu'on peut avoir une météo différente à un endroit du circuit et à un autre, mais c'est surtout que il y a un dénivelé de dingue, ça descend très très fort à des endroits, ça monte autant, il y a des changements d'appui et trucs comme ça, et c'est là où en fait c'est dans ce fameux premier tour qu'on voit à quel point ça c'est des montagnes russes en fait. C'est là où tu te rends compte de l'exigence extrême de ce circuit-là sur les mécaniques, quelles qu'elles soient. Enfin, sur une sans permis à 45, ça va. Quoique, moi, j'ai quasiment pris 100 à l'heure, justement, dans une des grandes descentes, quasiment au début du circuit. T'as une énorme descente avec une grosse compression à gauche, là. Moi, j'ai pris, parce qu'il y a un moment, la bride, tu sais, il y a une espèce de bride qui te maintient quand même à une vitesse, on va dire, classique, mais à un moment, la pente est trop forte, la voiture se fait entraîner par son bois, la bride saute, et la voiture, là, elle se prend, moi, j'ai quasiment pris 97 ou 98 à l'heure, donc, c'est là où tu te rends compte, non seulement du dénivelé, mais de l'étroitesse, de l'exigence de certains virages, du fait qu'il y a pas mal de trucs en aveugle, que c'est un enfer vert, mais c'est un vrai enfer vert au sens premier du terme, parce que c'est beau. Moi, j'ai eu le temps de regarder un peu le paysage, parce que voilà, ça va pas trop vite, donc t'as le temps de regarder un peu. C'est aussi l'avantage du sans permis, quelque part. Mais c'est là où tu te rends compte de l'exigence de ce circuit, même à basse vitesse. C'est redoutable, quoi. Parce que tant qu'on n'y a pas mis les pieds, on perçoit pas justement ces subtilités-là de regard, de perspective, de dénivelé, d'étroitesse et de certains endroits où tu peux pas te gourer, sinon c'est le rail direct, quoi. Oui, parce qu'il y a très très peu dégagement, c'est 2-3 mètres d'herbe, si on a de la chance, un bac à sable qui est pas plus profond, et après, c'est la glissière. Exactement, et puis les glissières, franchement, même en sans permis, alors évidemment, tu te dis pas que tu vas te croûter, hein, je me suis pas fait, j'ai pas la sensation qu'on soit fait peur au sens strict du terme. Je crois que j'ai levé le pied une fois pendant tout le tour, c'est de dire. Oui, ça fait partie de mes questions, ça aussi. La pédale de frein, on connaît pas, et moi j'ai tout petit peu levé le pied, un tout petit peu délesté parce qu'il y avait un gauche qui était un peu serré, donc j'ai fait un peu gaffe. Mais à part ça, voilà. Mais c'est quand même même à cette vitesse-là, tu te rends compte que vraiment, comme tu dis, des fois c'est pas 3 mètres, hein, des fois c'est un petit mètre et t'as le rail tout de suite. Ouais. Donc il y a des endroits où tu te dis bon, si j'arrive là-dedans un peu trop vite avec le mauvais appui ou je remets les gaz un peu trop tôt, ça peut être un peu mignon, quoi. Et donc à part un endroit, c'était le pied dans la moquette tout du long pour toi? Ah, moi c'était pied planche du début jusqu'à on va dire 2/3 du parcours. Je me souviens plus exactement à quel kilomètre, mais il y a un petit gauche qui est un poil en dévers, pas spécialement dans l'appui habituel, enfin dans l'appui dans le sens de la courbe, je veux dire. Et là tu te vois pas, enfin je pense qu'en le faisant une deuxième fois peut-être que j'aurais pas levé, mais là je sais pas, je l'ai pas senti. et puis j'avais pas envie de planter la bagnole parce que j'étais le premier, qui faisait un peu froid, que voilà, j'avais pas envie de faire le mariole, donc tu lèves un tout petit peu, tu te dis allez, c'est pas grave, je vais perdre X secondes, mais au final c'était anecdotique, on va dire. Mais sinon pied planche tout du long. Et donc t'as approché des 100 en descente, mais et quand ça monte, alors t'arrivais quand même à maintenir une vitesse acceptable ou... Ouais, mais c'est là où justement ces voitures-là, ces bagnoles électriques, elles sont, même sans permis, elles sont étonnantes. C'est que
Alors, sauf dans des grosses côtes. Il y a 2-3 côtes où là, tu passes juste sous la barre des 30 à l'heure et là, ça commence, tu sens que la voiture, elle a du mal. Mais sinon, ça maintient bien sa vitesse en montée. Et c'est là où tu vois la différence, justement, par rapport au diesel. Parce que les deux bagnoles font à peu près plus ou moins le même poids. Enfin, tu sens que ils font le même poids de fait, mais la voiture de François Ligier, donc la diesel, elle a fait une petite minute de plus, mais je pense que c'est vraiment sur des phases de montée que tu fais la différence, parce que sinon, c'est sûr. Sinon, il n'y a pas de... Le couple, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, tu gardes... t'as un meilleur couple, tu gardes beaucoup mieux la vitesse dans les montées avec les versions électriques. D'accord. Et t'arrives au bout de ce fameux tour, et comment ça... Je sais pas, moi... Il y a une émotion quand même, non? L'émotion, déjà être tout seul, c'est déjà extraordinaire. D'être tout seul sur la piste du Nürburgring et de se dire voiture sans permis électrique, on s'en moque, mais t'es tout seul au Nürburgring, t'es en train de chasser un record, la vache. Moi, j'en parle, j'ai la chair de poule. Ouais, mais ça doit être quand même, il y a un poids émotionnel là, non? Pour être franc, je m'attendais pas à prendre ça dans la tronche, comme je l'ai pris. Ouais. Alors, il y avait un peu de fatigue, il y avait un peu de, tu vois, de ce côté, waouh, ça y est, on est dedans, ça roule bien, ça se passe bien et tout, machin. Moi, c'est quand j'ai pris le carrousel. Et puis, arrivé à la fin aussi, un relâchement, j'imagine. Ouais, c'est un tout, mais c'est crescendo dans le tour, parce qu'au début, t'es dedans, donc tu dis, allez, c'est parti, ok, tu réalises que t'es tout seul sur le Nürburgring, ce qui est unique. Ça arrive jamais, sauf dans des tentatives de record comme ça. Donc moi, ça m'arrivera, je pense, plus jamais de ma vie. Pour la première et la dernière fois, j'étais tout seul sur Nürburgring, c'est assez génial. Et il y a 2-3 endroits clés du parcours, évidemment, ce carrousel qui a l'air de rien comme ça, mais arriver dans le carrousel à bloc avec une voiture sans permis comme ça, et moi, on tombe dans le carrousel comme ça. Tu tombes, t'as mais c'est génial parce que c'était à la fois comme un gamin, t'es hyper content parce que ça se passe bien, ça fait des images de dingue. Et moi, l'émotion, elle était assez forte à la fin parce que, comme tu dis, t'arrives au bout, t'as le gars qui te dit, voilà, vous avez fait 28 minutes et des brouettes. Donc moi, j'étais là, waouh, on a fait sous la demi-heure, c'est incroyable parce que c'était un peu la question qu'on se posait avec Nicolas. Est-ce qu'on va arriver à faire moins d'une demi-heure avec une voiture qui fait 45 à l'heure max? Et là, tu te rends compte en fait que la connerie, non seulement elle est très réelle, elle est très concrète. Et moi, j'ai absolument pas honte de le dire. J'ai un peu les larmes qui sont montées. Alors il y avait la fatigue qui jouait là-dedans, mais cette espèce d'emballement d'un coup où tu dis ça y est, on a fait un truc mais dingue quoi. Et là, tu réalises en fait le concret de la bêtise et le concret de à quel point t'as embarqué, Nicolas, toi, tout un tas de monde derrière toi sur cette bêtise-là. Et moi, ça m'a pris, quoi. Je me suis fait avoir, bien joué. Ouais, parce que toi, 3 fois rien, au final, t'as juste ton nom qui est inscrit dans l'histoire du Nürburgring. Définitivement. C'est vraiment 3 fois rien, j'ai envie de te dire. C'est juste probablement le circuit le plus connu au monde. Bon, il y a un côté, on est tous passionnés de voitures, quelle qu'elle soit, et il y a quand même une étape dans ta vie. Oui, là, tu as une grosse case à cocher dans ta bucket list. Tu vois, Pierre, ce qui est vraiment rigolo, c'est que sur le moment, tu t'en rends compte, voilà, quand tu reçois la feuille dont Nicolas parlait tout à l'heure, tu reçois la feuille de record, c'est très concret, mais c'est en reparlant, en fait. Tu vois, rien que le fait d'en reparler là, aujourd'hui, là, on est en juin quand on enregistre ce podcast, mi-juin, quelque chose comme ça, moi, ça me refrappe dans la tronche. J'ai un record au Nürb. Et le pire, c'est que moi, j'ai eu la chance d'être le premier des 3, donc quelque part, je peux me la péter en disant c'est moi qui est le premier de toute l'histoire, quoi. En plus, ça lui suffisait pas, il faut qu'il en rajoute. Voilà, il fallait que je le dise quand même. T'as vu les épaulettes ou quoi? Enfin, c'est fou. Enfin, il y a un côté un peu irréel, quoi. Et d'en reparler, ça rend encore le truc encore plus concrètement irréel, quoi. Je sais pas comment exprimer autrement le truc. Donc 28 minutes, c'était ça ton temps? Un peu plus de 28, je sais plus exactement, je le connais pas par cœur, honte sur moi. Juste pour donner un titre de comparaison, là, il y a Xiaomi avec la SU7 Ultra qui vient de battre un record en 7 minutes 04 et des brouettes. Donc ça donne un petit peu que 20 minutes de plus, hein, ça va. 21. Avec quasiment 345 km/h de vitesse de pointe dans la dernière ligne droite, qui a dû être extrêmement longue par contre de ton côté. Alors ouais, un peu, mais alors oui et non. Oui, parce qu'elle est interminable, hein, à 45, puis c'est une longue ligne droite, c'est hyper long, puis tu la vois de, tu sais, et puis ça s'élargit en plus à ce moment-là. Ça s'élargit, puis tu passes devant les stands, donc tu vois tout le monde,
t'es là, mais et en fait, quand t'arrives à cet endroit-là, tu dis que c'est bientôt fini, quoi. Et que t'as pas envie que ce soit bientôt fini, t'as envie de continuer parce que c'est génial. Des dernières gouttes. Ouais. Bon, c'est là où j'ai regardé un peu le paysage, mais c'est ça qui était sympa aussi. Voilà, dans toute cette aventure, c'était une belle éloge de la lenteur. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans tout ce projet-là, quoi. Au sens large. C'est joli, ça. Ouais, je sais. Ouais. Et du coup, toi, Nicolas, pendant que Martin est en piste, t'as moyen de suivre ce qui se passe? Vous êtes en communication? Non, pas du tout. Il est lâché sur la piste et puis on attend qu'il revienne. Et vous êtes parti petit déjeuner, peut-être? C'est parti faire un footing? Non, moi je crois que je commençais à enfiler casque et gants parce que c'était moi le suivant, tu vois. Enfin non, même pas de gants d'ailleurs parce que j'en avais pas, mais un casque quand même. Casque quand même. En fait, ils avaient préparé des super beaux casques. Pas de combinaison, une petite combinaison on avait là. une sorte. Attends, on avait. On n'avait pas la combinaison. Ils avaient préparé. Ouais. Mais c'est ça qui était génial, c'est qu'ils. Pardon, je te coupe 2 secondes, Nico. Et après, je te rends la parole quand même. Faut pas déconner. Ils avaient géré, toute l'équipe de l'IJ avait fait des casques sur mesure avec des combis aussi. Oh là là. Mais en fait, ils ont les combis, c'était pas hyper bien taillés. Enfin bon, bref, ils se sont rendus compte que ça faisait un peu Mario Kart. On aurait mis une petite casquette, ça faisait Mario et Luigi, quoi. Alors, hey, let's go! Donc, ils ont dit, on va le laisser aux mécanos. Et puis, voilà, ça faisait des images sympas pour les mécanos, mais quand même, il y a eu le casque, et puis on avait une veste. Enfin, et on avait la veste, fait le truc avec dans le logo. dans le moindre détail. C'était hyper touchant aussi. C'est bien, ça. Ouais. Et puis, en fait, Martin, il voulait parler pour faire une vidéo embarquée pendant le tour. Ouais. Et donc, lui, il a pas porté le casque, mais moi, je trouvais que quand même pour le délire, c'était bien d'aller jusqu'au bout avec le casque. Oui, après, toi, t'avais la version qui était un peu moins limitée en vitesse de pointe, donc qui est peut-être... Est-ce qu'on peut parler de danger? J'en sais rien, mais il y a un petit peu plus de risque quand même. Un petit peu plus. C'est-à-dire c'était quoi la météo d'ailleurs ce jour-là? C'est gris avec commençait à y avoir un peu de soleil en fin de matinée, mais il pleuvait pas. D'accord. Ok, donc toi, t'attends patiemment pendant que Martin fait son tour. Tu t'échauffes, tu te prépares. Ouais, à un moment, on me dit, tiens, il va rentrer, mets-toi sur le départ, et vas-y. Et te voilà parti, toi aussi. Et me voilà parti, ouais. Donc, au niveau sensation, toi, rappelle-moi, quadricycle lourd, t'as quand même une vitesse limitée. Ouais, à 75 km/h. 75. Ouais. Tu commences à faire un petit peu plus rapide. Oui. Est-ce qu'il y a des notions de pilotage à ce moment-là où c'est comme Martin, pied planche 99,99% du temps? Bah là, c'était 99,98%. Parce qu'il y a un endroit où j'étais obligé de lever le pied. Parce que toi, tu connaissais le Nürburgring, tu avais déjà tourné, donc avec Opel. Ouais. Et tu étais déjà retourné peut-être entre-temps? Non, juste une fois. Vraiment, c'était ma deuxième fois. Et mais par contre, j'avais fait 700 bornes d'un coup, tu vois. J'avais pas fait les choses à moitié. Donc, le truc, c'est que moi, j'imaginais qu'il y aurait besoin de freiner dans un virage. Enfin, je savais qu'il y avait un virage qui passait pas à fond, comme c'est celui dont parlait Martin, là, juste avant une compression, enfin une descente, dans une descente où t'as à gauche un peu serré. Et je pensais aussi qu'il y avait... C'est le fameux virage YouTube, là, où les paparazzis se mettent et attendent sagement que les touristes fassent une petite sortie de piste. Non, c'est pas celui-là, parce que celui-là, le virage YouTube, il est plutôt en montée. D'accord. Et là, c'est dans une descente. D'accord. C'est après le virage YouTube, juste, t'as un endroit où t'as... comme un toboggan. Comme un toboggan, et ensuite une descente, et hop, ça remonte à gauche, et là, t'as quasiment un mur tellement ça monte d'un seul coup. Ok, oui, je crois que je le vois. Et j'ai oublié son nom, je suis désolé. Oui, c'est normalement. Et toi, donc, t'as levé le pied là à ce moment-là? Donc là, j'ai même été obligé de freiner, en fait. Freiner carrément, d'accord. Parce que la descente d'avant, elle était costaude, quoi. Ouais. Donc, je commençais à prendre un peu de vitesse. Donc, toi, de la même façon, tu pouvais aller au-delà des 75 km/h? Moi, dans la descente, je crois que j'ai tapé, je sais plus, 103 ou 104. D'accord, ok, un petit peu plus, d'accord, ok. Voilà. Je pensais que j'allais devoir freiner, enfin, au moins lever le pied au virage juste avant cette grande descente, avant la VMAX, qui est de grand rayon, mais qui fait quasiment 180 degrés. En fait, non, c'est passé à fond en trajectant bien. Et il y en a un où je m'attendais pas. C'était par contre, genre 2 virages avant celui où j'étais obligé de freiner. Là, je pensais que ça allait passer à fond et ça passait pas à fond. Donc, à un moment, j'ai commencé à perdre l'avant. Oh, donc petite goutte de sueur. Donc là, levé de pied, c'est l'arrière qui est parti. Ouais. Et voilà, je joue un peu du volant et c'est reparti dans la bonne direction. D'accord. Et en fait, avec les pneus de série et pas les semi-slicks, ça serait passé à fond.
D'accord, ok. Tu penses qu'ils étaient froids? Non, c'est que en fait, ils étaient pas du tout adaptés aux caisses. En fait, moi déjà, où c'est qu'on trouve des pneus semi-slick dans les bonnes dimensions? Une parenthèse semi-slick. Oui, s'il te plaît. Bon, moi évidemment, quand j'ai vu les spécifications de la bagnole qui nous ont bien gardé secrète exprès pour nous faire la surprise, genre 2 jours avant le départ. J'ai vu semi-slick, j'ai eu une érection, quoi. Donc, je me suis dit, putain, c'est génial. Et je me suis dit, mais comment ça peut exister à ces dimensions-là? Donc, c'est des pneus Nankang, c'est un fabricant chinois qui propose ça. Donc, c'est du 16 pouces quand même. Et c'est utilisé principalement par les mecs qui ont des vieilles Saxo VTS, des vieilles Golf GTI et tout, et qui liment la piste. Ok. Donc, quand même assez large. Je crois que c'est du 165 de large de mémoire. D'accord. Ok. Ouais. Et donc ces trucs-là, c'est adapté à des voitures qui pèsent un petit peu moins d'1 tonne, mais pas beaucoup moins. Et ça pèse combien là donc? Là, t'es limité par la réglementation à 425 kilos. Okay, et donc, au pire, tu tapes 500 kilos parce que la batterie est pas comprise dans la limite de poids sur les électriques. Donc au pire, tu tapes 500 kilos, quoi. Ok, oui, il en manque. Et donc, les pneus n'arrivaient pas à travailler. Apparemment, déjà, ils en ont chié pour les rentrer sur les roues parce que tellement ils sont rigides. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, j'en reviens à la veille. Je fais un flashback où, tu sais, j'ai dit, dès que je suis arrivé, j'ai voulu sauter dans les bagnoles en semi-slick. Donc là, j'ai commencé à faire des zigzags sur la route, à faire un freinage. Ouais. Mais enfin, Nicolas. À faire 2-3 freinages d'urgence pour essayer de, voilà. Et là, je me suis dit, on va passer le rond-point à la même vitesse ça doit adhérer mieux, donc on va passer le même rond-point à la même vitesse qu'avec les pneus de série. Puis là, non pas. Et c'est pas passé, j'ai fini en tête à queue sur le rond-point. D'accord, ok. Donc, en fait, comme ils n'arrivent pas à travailler, en fait, avec les pneus qui sont livrés de série, la voiture, tu lèves très vite la patte. D'accord. À l'arrière, quand tu prends un virage un peu fort. D'ailleurs, même sur le parking, 3 jours avant, quand on avait les voitures et qu'on faisait pas le truc, à un moment, je me suis garé à côté de Martin et là, il m'a dit, putain, t'as levé la roue arrière. Rien qu'en tournant comme ça, un peu fort. Ok. Et à partir du moment où la voiture lève une roue arrière, t'as toute l'adhérence et tout le poids de la voiture qui est sur l'autre pneu arrière, qui commence à dériver tout gentiment et ça se contrôle très bien. Ok. Avec les pneus semi-slick, t'as aucune progressivité. Oui, la fenêtre est moins... Et comme les voitures sont pas assez lourdes pour les faire chauffer, et en fait, ça glisse immédiatement à 0 progressivité. D'accord. Et donc, t'as pas le temps de lever une roue. Donc, il suffit que tu délaisses une roue pour que tout le poids soit transféré sur l'autre pneu, et là, ça décroche d'un coup. Ok. Donc, parfait. Ouais. Donc, en fait, c'était moins bon. Puis, on s'est dit, mais attends, quand même, pour le délire, faut les garder pour les tours chrono. Parce qu'on va pire, on perd 1 seconde sur tout le tour. Mais on s'en branle, on est les premiers. On aura quand même le record, donc on les garde pour le délire. Il faut pouvoir dire que c'était des voitures sans permis en semi-slick. Ça fait partie de l'histoire. Mais je comprends. Ouais, complètement. Et donc, je pense qu'avec les pneus série, ce premier virage, il serait passé à fond, clairement. Peut-être en glisse, mais en glisse contrôlée sans problème. Et le deuxième, je pense que de toute manière, ça serait pas passé. De toute façon. Mais là, de toute façon, toi, t'étais aux aguets. T'as su, à ce moment-là, freiner. Ok. Voilà. D'accord. Et t'avais moins de perte de vitesse. Alors, du coup, rappelle-moi, juste, c'est plus puissant, la version quadricycle lourd? C'est plus puissant, c'est le même moteur, donc même couple, mais qui est débridé à 15 kW. Et du coup, toi, dans les montées, t'avais, j'imagine, donc moins de difficultés à maintenir ta vitesse? Pas tant que ça. Alors, j'étais pas à 30, mais j'étais quand même à 40, 50, tu vois. Donc, en proportion, finalement, je perdais autant de vitesse. Ok. Mais après, oui, faut rappeler quand même que c'est des sacrées côtes aussi au Nürburgring. Ok. Et toi, après, l'arrivée dans le carrousel, ce genre de choses? Le carrousel est passé à fond aussi. Et là, c'est marrant parce qu'il y a un ingénieur... J'espère qu'on voit bien dans la pupille de Nicolas, ça brille fort. Là. Il fait des appels de phare. T'es à nouveau dedans, là, je te sens. Complètement. Mais c'est comme disait Martin tout à l'heure, le fait d'en reparler, ça rend de nouveau le truc concret. C'est ça qui est génial. Et donc l'ingénieur, t'avais un ingénieur qui avait quand même toute la télémétrie des bagnoles. Oui, parce qu'il prenait ça vraiment au sérieux. Ouais. Et alors ça, je t'avoue que je sais plus trop si c'est l'IG qui a décidé de mettre sa télémétrie ou si c'était l'huissier, enfin le notaire qui avait demandé ça. Je me rappelle plus. Hein. Et donc là, il m'a dit que j'ai pris 0,7G en latéral dans le carrousel avec la mienne. Donc quand même quelque chose de pas mal. Hein?
Bah, et ce qui est rigolo, c'est que 2 semaines après, j'ai essayé le Defender Octa, et avec les pneus qu'ils ont prévus pour le Defender Octa pour le rendre le plus efficace possible sur les pistes. En fait, quand tu es sur le bitume, tu prends la même accélération latérale. D'accord. Ouais. donc bien, plutôt donc bien. Quoi. Ouais. Et tu finis ton tour, et toi, pareil. Ouais. Recordman. Voilà. Et la ligne droite, tu me demandais est-ce qu'elle paraît longue ou pas. Écoute, paradoxalement, elle m'a paru moins longue qu'encore ça au PC. Parce que, bah oui, là, tu plafonnes à fond, mais de toute façon, t'es à fond pendant tout le tour. Donc, le paysage continue à défiler à la même vitesse. Ouais. Alors qu'avec la Corsa au PC, t'es souvent pied au plancher, mais souvent en train de gagner de la vitesse par rapport au freinage précédent. Mm-hmm. Alors que sur la ligne droite, bah, t'es à fond tout le long, au taquet, où il se passe rien, où t'es plus en train de piloter, donc t'as un vrai contraste par rapport à ce qui se passe avant. Donc finalement, paradoxalement, la ligne droite m'a paru moins longue en Ligier qu'en petite GTI, quoi. Et tu franchis une d'arrivée. C'est ça. Et donc toi pareil, t'as l'huissier qui vient toquer à ta fenêtre. Et voilà, tu sais, c'est comme ce que tu vois dans les vidéos, ça devient vrai, c'est-à-dire que tu passes à la ligne d'arrivée après le premier virage. Là, ensuite, tu fais une espèce de demi-tour pour passer dans la coursive. T'as peut-être l'équipe de Ligier qui applaudit au passage et qui te fait des coucous. Ouais, aussi. Et là, tu te retrouves devant un grand panneau qui annonce ton temps, le mec qui vient prendre la carte d'identité, puis voilà. Et donc après, ce qui est rigolo, alors Martin, je crois que lui était repassé par le circuit, je sais plus comment ça s'est passé. J'ai pris le circuit à l'envers, moi. Ouais. Je suis comme ça, moi. Et moi, allez, encore un autre truc qu'on ne fait normalement jamais, le Burger. En tout cas, pas volontairement, normalement. Et moi, je sais pas, ils m'ont ouvert une porte métallique dérobée qui t'amène sur la route nationale. Ah, directement. Ouais. Avec ton casque. Et donc là, je ressors, puis tu sais, j'étais encore avec mon casque encore à fond, et puis là, je me fais doubler par un X3. Je me dis, bah oui, merde, c'est vrai que je suis en quadricycle. Mais tu vois, la situation était improbable, et ça m'a trop fait marrer sur le coup, quoi. Et toi, quel temps tu fais? Alors, on a 28 minutes pour Martin. Moi, j'étais à 19 et quelques. Ouais, ça fait quand même une belle différence. Ouais. 19 minutes. Et est-ce que ça faisait partie de ce que tu imaginais atteindre? Alors moi, j'avais fait un bête calcul à 45 de moyenne et à 50 de moyenne, à 75 de moyenne. Et en fait, c'est là qu'on voit que du coup, on est plus proche de ce qu'on avait prévu sur les versions sans permis. Mm-hmm. Parce que je crois que si tu fais à 45 de moyenne, t'étais à 26, 27 minutes, un truc comme ça. Et moi, j'avais calculé à 16 minutes à 75 de moyenne. Donc c'est là que tu vois qu'il y a un plus gros écart et que tu perds vraiment plus de vitesse finalement dans les côtes avec la version. C'est à ce niveau-là que ça s'est retranché, quoi. Deux records sont battus, et puis battus du coup. Établi, je dirais. On va dire. Derrière, c'est donc François Ligier qui prend le volant de la version diesel. C'est ça. Et lui, quel temps il va faire Lui, il était à 29 et quelques. Donc plus lent que toi, Martin, au final. Et en fait, moi, j'ai tout de suite perçu quand on a fait le trajet aller avec la diesel, quand j'ai vu à quel point elle ralentissait dans certaines montées. Ouais. Je me suis dit, elle va se faire éclater par l'électrique, c'est évident. Ouais. Et je m'attendais même presque à plus d'1 minute d'écart, moi. D'accord. Ok. Est-ce que, je suis sûr que Soufiane nous écoute, est-ce qu'il y a eu des prises de consommation ou au moins estimer la consommation atteinte lors de ce tour par rapport au pourcentage de batterie restant? Je sais pas, t'as forcément fait quelque chose à ce niveau-là, non? En fait, ouais, mais on est resté sur les 10 kWh traditionnels, en fait. Même pied au plancher tout le long? De toute façon, même sur route ouverte, t'es pied au plancher à 45. C'est pas faux, ouais. Donc, c'est quasiment un roulage normal, en fait. Dis-toi qu'un record en voiture sans permis, c'est un roulage normal. Donc, il te restait largement de l'auto. Vous avez fait chacun 20 km et vous restez. C'est ça, il restait, je sais plus, on était à 75%. Vous auriez pu enchaîner 3-4 tours, quoi, facile. Ouais. D'accord. Et sans perte de puissance, contrairement à certaines voitures sportives. Exactement. Alors, du coup, bon, c'est un délire complet, on est d'accord, mais on peut se prendre au sérieux. Est-ce qu'on, toi-même qui connais la voiture sans permis, est-ce que t'en as tiré quand même un enseignement sérieux? Est-ce que il y a des choses que t'as appris sur la voiture sans permis électrique que tu ne savais pas avant lors de cette tentative, ou c'était un pur délire et c'est resté un délire? Que les semi-slicks n'étaient pas adaptés aux voitures sans permis. Qui l'eût cru? Et déjà que tu pouvais trouver des semi-slicks en taille voiture sans permis.
Est-ce qu'on peut établir quand même que... Mais sinon, ouais, le vrai enseignement, c'est ce qu'on soupçonnait déjà un petit peu avant, mais c'est que l'électrique tient beaucoup mieux dans les côtes que les diesels. Sur une voiture sans permis, ça semble être une solution, sans vouloir pousser le côté automobile propre, qui est un moi, mais il y a une certaine supériorité de la motorisation électrique pour la voiture sans permis aussi par rapport au diesel. Alors, en termes de performance, c'est sûr. En termes d'agrément, c'est incommensurable. Oui, j'imagine. En termes de bruit, de vibration, mais... Alors, par contre, en termes de chauffage, beaucoup moins. Forcément. Mais ouais, en termes d'agrément au quotidien, tant qu'il fait pas trop froid, il y a pas de comparaison possible, quoi. Si tu as de quoi charger chez toi et que tu fais jamais de long trajet, bah, tu prends une électrique sans hésiter. Et juste une petite parenthèse consumériste, combien ça coûte tout ça, une JL, alors la version de base, pas votre version préparée, ouais. Mais on est sur quelle base de tarif en diesel, en électrique 45 et la grosse version? De mémoire en électrique, t'es aux alentours des 17 000 en version de base. Ouais. Et en quadricycle lourd, tu dois taper 18-19. Et la version diesel, donc? La version diesel, je crois qu'elle a 1 000 € de moins. Ouais, c'est entre 14 000 et 18, je crois. La version haut de gamme, bien équipée, blablabla, c'est 19 000 balles, je crois. Enfin, c'est même pas, je crois, j'en suis sûr. Ah oui, donc il n'y a pas un fossé énorme entre la version diesel et la version électrique. Alors ça, c'est chez Ligier. En fait, ils sont revenus au monocylindre diesel pour contenir les coûts sur la version diesel. Ouais. Par contre, chez Exam, qui conserve un bicylindre, là, l'électrique et le diesel sont au même prix. D'accord. Voire un peu moins cher sur les versions d'entrée de gamme en électrique qui ont des petites batteries. Et du coup, là, on continue, on reviendra un petit peu au fun après, mais il y a un marché qui se dirige maintenant, du coup, de la voiture sans permis, qui se dirige vers l'électrique. Les gens s'orientent. Si les constructeurs proposent, j'imagine que oui, mais il y a un passage à l'électrique de la voiture sans permis généralisé. Alors complètement, mais je dirais pas forcément que c'est un choix lié à l'énergie. Je dirais que c'est plutôt un choix qui est lié au prix. D'accord. Dans le sens où c'est vraiment la Citroën Ami qui a boosté le marché et il se trouve qu'elle est électrique. Mais tu vois, pour moi, une Ami à 7 000 € en diesel, ça serait aussi bien vendu. Ouais, d'accord. C'est juste, c'est une question de prix, quoi, au final. Ouais. C'était la vraie voiture essentielle, pas chère, qui prévaut même sur le carburant. On va dire. Pour moi, j'estime, de toute façon, une voiture électrique, j'estime que ça n'a pas besoin de subventions ni rien pour se vendre à partir du moment où le produit est pertinent. T'en as plusieurs exemples. Là, t'as eu la Tesla Model 3, t'as la Citroën Ami. Pour moi, c'est les 2 exemples qui sont les plus criants. Comme quoi, une voiture électrique aux bonnes caractéristiques et au bon prix, il y a pas de raison que ça se vende pas. C'est le meilleur choix qu'on peut faire d'un point de vue objectif, on va dire. Ouais, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, tu regardes les statistiques sur le marché de l'occasion, pareil, où on dit que les gens veulent pas payer plus cher une voiture électrique qu'une voiture thermique. Bah, ça se voit aussi dans le marché du neuf avec la Tesla qui était beaucoup moins chère que les modèles 6 cylindres en face aux mêmes performances, et l'Ami qui est moins chère que toutes les autres voitures sans permis en diesel. Vous avez été pris au sérieux par Ligier, vous êtes pris au sérieux par l'équipe du Nürburgring. Ensuite, voilà, vous avez fait chacun votre travail de journaliste, de producteur de contenu. Quelle a été la réception auprès du public? J'ai envie de dire, on va commencer par toi, Martin. Martin, juste pour ceux qui connaissent pas la chaîne YouTube de Martin, en roue libre auto. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, je te le dis, c'est et ça s'applique aussi à Nicolas, c'est ce côté éclectique où on a un peu tendance dans la passion automobile il y a des clochers, ça peut être des marques, ça peut être des carburants et forcément il y a une opposition qui se fait systématiquement à l'autre voiture, l'autre carburant. Mais l'un comme l'autre, il y a une passion qui va... Alors, je prends en exemple ta chaîne YouTube, mais on voit de la Bugatti tourbillon, on voit de la voiture sans permis. Au milieu, il y a une BMW diesel qui se balade. Et ça, je trouve ça génial. C'est une sorte de passion généralisée. Pourquoi enfin voilà, il y a un ensemble à embrasser. Je pars du principe qu'à la base... Moi, comme Nicolas, comme toi, Pierre, on est des journalistes, donc la base de ce métier-là, c'est la curiosité. Donc évidemment, nous, on a la chance d'assouvir cette curiosité-là dans un métier de passion, dans un univers qui nous passionne, à savoir la bagnole. Donc moi, tout ce qui roule, très concrètement, tout ce qui roule, que ce soit un vieux taco dégueulasse ou la dernière des hypercars, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse dans le sens,
non seulement de l'expérience que tu vas pouvoir vivre au volant de ces voitures-là, quelles sensations tu vas pouvoir décrire, quel usage tu vas pouvoir décrire, est-ce que ça répond ou non à un usage, est-ce que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la pertinence de l'AMI par rapport à ce besoin. Moi, c'est vraiment, et c'est avec Nico que j'ai aussi pas mal développé cette appétence-là du rapport prix-prestation, service rendu, quoi. Quelle que soit la bagnole, quel que soit le carburant, tu peux arriver à répondre à cette question-là. Donc, moi, je suis pas trop du genre querelle de chapelle, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans l'électrique, il y a des choses intéressantes, même peut-être encore aujourd'hui, peut-être un peu moins dans le diesel. Ça dépend de l'usage et ça dépend de la voiture qui t'est proposée. Si elle est cohérente ou non, moi, elle m'intéresse. Et même si elle est pas cohérente, elle m'intéresse aussi. Comme ça, on peut pas la dézinguer parce que c'est jamais le but, mais pointer du doigt ce qui peut ne pas fonctionner. Donc moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé. Donc c'est pour ça que quand j'ai l'occasion d'essayer une Bugatti Chiron et de prendre 350 à l'heure, en tant que débile profond que je suis, je vais pas dire non, je dis oui, ok. Je regarde pas mon bilan carbone à ce jour-là. Je suis désolé, c'est pas bien. Et ça n'empêche que je prends tout autant de plaisir à faire et à tourner cette vidéo-là qu'à tourner une vidéo. Bah d'ailleurs, je vais sortir le jour où on enregistre ce podcast, je sors mon essai de l'Emeya R, tu vois. Donc voiture électrique complètement délirante, 900 chevaux. Enfin, ça n'a une GT, Lotus. Enfin, il y a un truc qui est complètement bizarroïde. Et donc cette voiture-là m'intéressait parce que la marque, moi, t'interpelle, voilà. Et quand ça m'interpelle, c'est exactement ça. Quand ça m'interpelle, c'est comme une Dacia Sandero de 65 chevaux. C'est la voiture la moins puissante de tout le marché. C'est la voiture la moins chère de tout le marché. Elle marche bien. Pourquoi? Moi, je veux la vivre, cette voiture-là. Je veux me rendre compte si oui ou non, dans la vie de tous les jours, c'est un veau dégueulasse ou au contraire, c'est exactement ce qu'il faut pour l'usage qu'on va lui demander. Et c'est le cas. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, dans tous les essais que je peux faire, que ce soit en vidéo ou pas, parce que je fais pas que des essais vidéo. Ça m'arrive aussi de faire des trucs un peu plus écrits, on va dire. Mais c'est toujours ça qui m'a intéressé. Moi, je pense que c'est ça qui nous caractérise, moi et Nico, c'est qu'on a cette curiosité. Moi, quand il m'a dit un jour, il m'appelle un jour, je sais plus pourquoi, on s'appelle au téléphone, il fait, dis donc, ça te dirait pas un essai perversion? Avec son... Et tu limites super bien. Je l'ai un peu côtoyé. Et je lui fais, c'est quoi un essai perversion? Et je dis, gars, j'ai 5 petites bagnoles sans permis. Il y a l'Ami, il y avait une Eli Zero, il y avait une Exam, dis-moi Nico, parce que j'ai plus les noms en tête. Enfin, il y en avait 5. Et donc, il y avait une Ligier, une Châtenay. Une Châtenay. Ligier, Châtenay, Exam. Une Exam, et puis Eli et Ami, bah voilà. Et donc, on avait 5 bagnoles sans permis. Et moi, je me dis, mais c'est génial, j'ai jamais fait de comparo aussi énorme de petites bagnoles sans permis électrique. Vas-y, on le fait ça. Et non seulement c'était rigolo à faire, mais ça a vachement bien marché. Donc, je me suis dit, mais attends, mais c'est qu'il y a un intérêt aussi pour ces bagnoles-là. C'est pas juste une question que ça se vend, c'est une question que ça intéresse les gens. Et donc, c'est pour ça que... Et puis comme personne n'en parle, forcément, les gens intéressés tombent tout de suite sur toi. Exactement. Enfin, alors, c'était pas une histoire de faire ça parce que ça peut intéresser, que ça va ramener des gens chez moi. C'est pas le but du jeu, mais moi, ça m'intéressait. Et en plus, je me suis dit que ça intéresse des gens. Bah, autant continuer un peu dans le délire. Donc, quand on a continué à en parler avec Nico et qu'on est revenu à cette histoire du Nürburgring, évidemment que les planètes étaient alignées et qu'il fallait y aller, non seulement pour vivre cette expérience dingue, mais aussi pour la partager et faire une vidéo comme... j'en ai fait 3 en tout. L'essai classique de la JS50, le trajet qu'on a fait avec Nico, parce que ce côté un peu road trip, moi, il me parlait beaucoup, et la journée typique du record, parce qu'il y avait tellement de choses à dire qu'il fallait faire ce découpage vidéo-là. Et tu me demandais tout à l'heure, Pierre, sur comment ça a été reçu. J'étais agréablement surpris des retours, parce qu'il y a beaucoup de gens en commentaire ou autres qui ont compris le délire et qui ont adhéré à la connerie, quoi, et qui étaient touchés même par la connerie. Moi, en regardant les rushs et en faisant le montage, je me suis dit, ça se trouve, ça va faire fake, alors que moi, je vis l'émotion, je la retranscris telle quelle, quoi. Je suis pas en train de jouer un truc. Évidemment que on mettra les liens dans la description de l'article, de la vidéo, enfin de tout ce qui accompagnera ce podcast. C'est vraiment à aller voir. Et donc, t'as trouvé, il y a des gens de ta communauté, donc, qui autant ont regardé avec plaisir la fameuse tourbillon, et derrière qui t'ont suivi et ont suivi le délire avec tes voitures sans permis au Nürburgring. Ouais, parce que oui, c'est clair, et c'est surtout parce que je crois que justement cette curiosité que moi je développe à travers cette chaîne, mais que Nicolas développe à travers ses articles, et que tous les gens qui aiment ce métier-là et qui font ce métier-là, que ce soit sur YouTube ou autre,
il fonctionne, c'est parce que justement on partage cette passion. Il y a pas de, moi tu vois, tu me vois là, je suis comme ça dans mes vidéos, je suis pas un autre personnage. Alors je parle peut-être un peu plus fort, je dis peut-être 2-3 conneries qui font, voilà, mais c'est vraiment ce que je crois des bagnoles que j'essaye, et c'est, je pense, c'est cette espèce de fraîcheur là qui j'espère, ou du moins je crois, plaît. Et moi c'est ça que j'essaie de développer. J'essaie pas de jouer un autre rôle que celui que je suis moi là aujourd'hui maintenant là, tu vois. Une fraîcheur, une ouverture d'esprit, et je trouve c'est rassurant que tu aies une communauté quand même qui approche 60 000 abonnés. C'est quand même quelque chose de respectable, et qu'il y ait des gens qui partagent un peu cet état d'esprit. Ça, c'est super chouette. Qu'est-ce qu'on fait après avoir battu des records au Nürburgring? Je suis sûr que... Attendez, déjà, vous êtes revenu en voiture sans permis du Nürburgring derrière? Non, quand même pas. Non, et ensuite j'ai regretté, j'avais pas envie de la quitter cette voiture, parce que je me suis dit, on a fait 500 bornes, on a fait un record avec, j'avais limite envie de la ramener à Paris, mais je sais plus le lendemain, je sais pas, il y avait un truc à faire ou je sais pas quoi, il y a un moment faut bosser quoi, faut écrire. Bah ouais, faut bien. Et donc non, ça collait pas niveau timing, et ensuite quand j'étais sur place, moi je l'ai vraiment regretté. Ouais. De pas avoir fait le retour avec aussi. Pour vraiment boucler la boucle. Ouais. Et après tout ça, du coup, j'imagine, là, j'ai l'impression que vous vous alimentez l'un l'autre en conneries. Voilà, en conneries. C'est vraiment le maître mot, faudra que ce soit dans le titre, peut-être. Mais vous avez forcément des idées pour faire autre chose derrière? Il suffit. Qu'est-ce qui se passe dans... Là, comment on peut surpasser ça déjà? Là, on est le 12 juin. Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Le Mans? On se dirait bien que les 24 heures du Mans, version voiture sans permis, ça pourrait être un bon délire. Là, autre chose. Est-ce que c'est des voitures sans permis électrique? L'idée, ça serait de pouvoir mélanger toutes les énergies, comme aux 24 heures du Mans. Et comme ça, tu fais des catégories. Wow, donc... en plus, vous avez déjà commencé à en discuter. Évidemment, c'est sur les rails. Mais là, vous avez Ligier qui a tellement bien joué le jeu. Moi, je trouve ça extraordinaire de bon esprit, déjà de se lancer là-dedans. Ouais. Et puis c'est pas un oui du bout des lèvres. Non, clairement pas. Au contraire, des choses. Ouais. Et vraiment, du coup, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que ça existe, tu vois. Mais nous, c'est pareil. J'arrive pas à décrire la sensation qu'on a eue quand j'ai vu la fiche de spécification de la bagnole. Je me suis dit, putain, mais ça fait plaisir. Et en même temps, tu as une sorte de responsabilité qui te tombe sur les épaules, parce qu'il faut être à la hauteur de toute l'énergie et tout l'enthousiasme qu'ils ont mis là-dedans. Et de leur côté, ils vont faire une série spéciale? Ouais, c'est prévu normalement. Ouais. Mais attends, tu sais que donc on a le premier post que Ligier a fait sur Facebook après le record. Il y a eu le deuxième commentaire, c'était « J'habite dans l'Orne, où est-ce que je peux acheter cette voiture ?» Et voilà. Donc, et je me rappelle, donc quand je reviens à mon Paris-Portugal, ensuite Jean-Michel, il avait fait une série limitée, une série spéciale sur des Ligier et des microcars qui s'appelait Magellan 1800. Donc Magellan parce que le Portugal, 1800 pour 1800 km. Ouais. C'est sur des bases de voitures blanches ou noires, avec juste quelques stickers et un set de bagages assorti. Dis-toi que les gens venaient chez lui pour acheter non pas une Ligier ou une microcar, mais une Magellan 1800. Qu'une fois ou deux, on a fait des sortes de mini conférences pour raconter le voyage. Et les mecs faisaient la queue pour qu'on leur dédicace les affiches. Et t'as même un gars qui avait exactement la même voiture sans les autocollants qu'il a revendu pour acheter la série limitée. Et il y a et la passion, c'est ça. Là où il veut. Parce que dis-toi que les gens qui roulent en voiture sans permis, en général, c'est pas par choix, c'est par contrainte, c'est parce qu'ils ont pas le permis, qu'ils ont, pour une raison X ou Y, pas la capacité de passer le permis. Et en fait, leur voiture sans permis, pour eux, s'ils ont, c'est leur passion. Et s'ils voient une voiture qui a battu le record du Nürburgring et qu'ils peuvent l'acheter en version ensuite standard, version route, c'est comme si toi, t'avais accès à une GT3 RS Monte Racing. Ouais. C'est à peu près le même genre de ressort qui se passe chez eux, tu vois. Donc, il y a moyen que ça marche vraiment. Et donc, vous savez déjà quand est-ce que cette série spéciale va sortir? Non, je pense pour moi, ils sont en train de la finaliser. Je sais pas exactement ce qu'il y aura comme contenu dedans parce que... Quel nom elle va avoir déjà?
Alors ça, je pense qu'on est à peu près sûr, ça sera Ultimate Racing Experience. Oui, j'imagine qu'ils peuvent peut-être pas mettre Nürburgring dans le nom. Non, bah non, ça faisait partie du contrat, Ouais, ni record, mais Ultimate Racing Experience. Parce que juste là, tu avais une version Ultimate qui était la version au look le plus sportif, qui était l'haut de gamme. Et donc, c'est pas exactement s'ils pourront garder la même livrée à l'identique, parce que au niveau surtout du bouclier arrière, le covering sur les parties blanches, ça demandait un peu beaucoup de travail, dans le sens où fallait aller dans des recoins et tout. Donc c'est pas forcément faisable en série. Ouais. Donc voilà, on a une adaptation à faire. Il y a une adaptation à faire, et je sais pas exactement quand ça sera, mais c'est clair que c'est dans les tuyaux, ouais. Ça, c'est encore autre chose, hein. C'est qui fait partie aussi de l'aventure, c'est que ça donne naissance à une série spéciale d'une voiture, votre connerie toujours, cette petite étincelle qu'il y a eu un moment, qui a un effet boule de neige et qui arrive jusqu'à une série spéciale à la fin. C'est absolument extraordinaire. Et au final, il y a quand même eu, je sais pas de moquerie, pas de mauvais retour. Il y a quand même dû en avoir. Non, je t'assure. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Non, pareil. Non, c'était plus. Alors si, t'as forcément 2-3 oiseaux, j'imagine, sur 2-3 réseaux ici ou là, qui ont dû un peu se foutre de notre gueule, mais c'était plus en mode. Des gens qui n'ont aucun record sur le Nürburgring. Voilà, alors fermez vos gueules. Déjà, après tu pourras revenir quand on aura un. Ok. Exactement. Non, je pense que c'était plus le. Alors déjà, je pense qu'il y a la connaissance de qui on est un peu nous, au sens, on est quand même deux gros débiles. Hein, je sais très bien quand dans le milieu. Et connu pour ça, visiblement. On est connu pour les conneries qu'on peut imaginer. Alors on fait des conneries, toute proportion gardée bien entendu, mais enfin bon bref, on est un peu déviant quoi. Voilà, c'est un peu connu. Et c'est non, pour ça qu'on tourne un podcast dans une cave. Hein. c'est un studio. C'est pour ça que je ne suis pas venu jusqu'à vous. J'ai un peu peur de vos histoires de cave. Bref. Non, mais il y a pas de moquerie. Il y a pas de moquerie parce que je pense très sincèrement que tu prends à peu près n'importe qui a cette passion pour la bagnole au sens large du terme, tu lui dis, tu vas taper un record sur le Nürburgring qui n'a jamais été fait dans l'histoire du Nürb. Ok, c'est une voiture sans permis, ok, elle est à 45, t'y vas ou t'y vas pas? Tout le monde, normalement constitué ou normalement déviant, te dit oui. Mais te dit oui en courant. Et c'est en ça, je pense que c'est ce côté un peu subversif qui je crois a touché au sens large du terme, et où tout le monde a dû se dire mais attends, ils l'ont fait ces deux débiles quoi, c'est génial. Et moi c'est ça qui m'a touché, voilà, dans toutes les réactions qu'on a pu avoir, que ce soit via tous les réseaux qu'on peut avoir, c'est ça, c'est bien joué les gars, vous avez osé, c'est génial, c'est trop drôle quoi. Vous avez rendu cette connerie rigolote, et c'est une connerie sérieusement bien faite. Bravo les gars. Non, c'était ça qui était le plus gratifiant là-dedans. Ouais, moi je m'attendais à pas forcément avoir, enfin si, est-ce qu'il y a des retombées quand même en tant qu'article, et il y en a eu un bon paquet sur le web, enfin français, donc ensuite il va falloir diffuser aussi l'information à l'étranger, parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins bien circulé, mais surtout de gens que je croise, enfin des gens du milieu qui viennent me féliciter pour ça, tu vois, alors que je m'attendais, oui, ce qu'ils aient peut-être enregistré l'info et tout, mais pas à ce qu'ils s'en rappellent immédiatement la fois d'après où ils me voient, et qui tout de suite, ce soit leur premier mot, c'est de me féliciter pour ça. Ça, c'est un truc auquel je m'attendais pas. Écoutez, moi, je suis content que vous soyez venu raconter cette histoire vraiment géniale sur le podcast électrochoc d'Automobile Propre. J'espère bien que si vous partez, alors m'en dites pas plus, faites-moi la surprise, peut-être, je sais pas, mais vos histoires de 24 heures du Mans en voiture sans permis, s'il y a l'électrique dedans, ça nous intéresse, mais j'espère que vous reviendrez nous raconter l'histoire, c'est promis? Avec une team Automobile Propre engagée, non? J'osais pas me mettre en avant, j'osais pas nous mettre en avant, mais si on peut participer à un moment ou à un autre. J'en connais 2-3 chez vous qui sont suffisamment déviants pour prendre le volant. Hein. Ouais. On ne citera pas de nom, mais Sofiane sait qu'on parle de lui. Et écoutez, avec plaisir, et puis on va suivre ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous ayez des choses pour compléter. On rappelle la chaîne YouTube de Martin qui est en roue libre auto. 60 000 abonnés en vue et bien plus à l'avenir, c'est certain. Oui.
On te retrouve à la fois dans les colonnes de Challenge et sur ton magazine Rédacteur en chef. Ouais, Génération sans permis. Ça fait plus de 10 ans. Écoute, je savais pas que ça faisait si longtemps qu'il était. En fait, on voit pas le temps passer, mais ouais, ça commence à faire double casquette à porter. Et puis, écoutez, retrouvez dans la description, c'est comme ça que moi je débute un petit peu, Martin me dit moi si je fais quelque chose. Dans la description en dessous, vous avez les liens vous cliquez sur les liens, ça vous emmènera à voir les vidéos de Martin qui a fait à l'occasion, les articles qui relatent aussi cette histoire à l'écrit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis à très bientôt sur Automobile Propre, sur Challenge, dans le magazine Génération sans permis et sur la chaîne YouTube de En roue libre auto. À très bientôt.